Le hurlement de Camille Dawson déchira l'air chaud de cet après-midi d'été. Tout sembla ralentir tandis qu'elle contournait en trombe l'angle de sa vieille maison de campagne, laissant choir son panier de linge, désormais sans importance. Là, sous l'ombre fragmentée du vieux chêne, se jouait une scène tout droit sortie de ses pires cauchemars. Tyson, le berger allemand qu'ils avaient adopté depuis peu, se tenait figé et menaçant juste au-dessus du parc de jeux de son fils de 8 mois. Le museau et le poitrail du chien étaient recouverts de sang, des gouttes rouges sombres perlaient sur l'herbe. Les cris perçants d'Elliot, son bébé, lui vrillèrent les oreilles alors qu'il se débattait violemment dans son petit parc, le visage tordu de terreur. « Non !» hurla Camille en s'élançant. Chaque fibre de son être hurlait que quelque chose de terrible était en train de se produire. Son mari lui avait pourtant juré que ce chien militaire était doux, fiable. Elle lui avait fait confiance. Mais à cet instant, face à ce qu'elle voyait, il n'était plus qu'une bête sauvage, un monstre couvert de sang, dominant leur enfant sans défense. Pourtant, alors qu'elle s'apprêtait à attraper son fils, un détail l'arrêta net. Le sang. Il y en avait, c'est vrai, en abondance. Mais la peau d'Elliot était intacte. Pas une égratignure, pas une morsure. Et sous la posture rigide du chien, une forme écailleuse, encore palpitante, achevait de se tordre sur le sol. Laisse un j'aime si cette histoire t'a touché, et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de préciser de quelle ville tu regardes la vidéo. Maintenant, reprenons l'histoire. Camille n'avait jamais imaginé devenir mère célibataire à 35 ans. Durant ses 4 années passées comme infirmière en traumatologie à l'hôpital régional Saint-Mathieu, elle avait été confrontée à toutes sortes de blessures, de douleurs, de tragédies. Mais rien ne l'avait préparée à ce télégramme arrivé 9 mois plus tôt. Capitaine Nathaniel Dawson, mort au combat en Afghanistan. 3 mois après cette funeste nouvelle, Elliot venait au monde, un bébé qui ne connaîtrait jamais son père. La ferme isolée du Missouri, héritée de ses grands-parents, représentait pour elle une échappatoire. Avec ses 3 hectares de verdure, ses volets écaillés et son isolement rassurant, elle y voyait un nouveau départ. Le voisin le plus proche, une vieille dame prénommée Donna Mae Patterson, vivait à un bon demi-kilomètre de là, au bout du chemin de terre. Elle débarquait régulièrement avec des gratins tièdes et des conseils non sollicités. Un mélange d'attention sincère et d'intrusion chronique. Elliot était un bébé solaire, tout sourire, avec les yeux bleus de Nathaniel et le menton volontaire de Camille. À 8 mois, il s'obstinait à ramper, prêt à conquérir chaque recoin du monde qui l'entourait. Son rire, clair et innocent, parvenait parfois à dissiper le brouillard de chagrin dans lequel Camille se perdait encore trop souvent. Quant à Tyson, il était entré dans leur vie 3 semaines plus tôt. Une autre surprise laissée par Nathaniel. Camille savait que son mari travaillait avec des chiens militaires, mais elle ignorait qu'il avait organisé en secret le rapatriement de son partenaire canin si le pire devait survenir. Tyson, 3 ans, avait servi à ses côtés durant 2 missions en zone de guerre, spécialisées dans la détection d'explosifs. Mais les cicatrices qu'il portait n'étaient pas que physiques. Il sursautait au moindre bruit brutal, gémissait dans son sommeil, tout comme Camille, tous deux hantés par des souvenirs qu'aucune thérapie ne pourrait effacer complètement. Quand Tyson arriva à la ferme, Madame Patterson, la vieille voisine, avait tout de suite manifesté sa désapprobation. « Ce genre de chien n'a rien à faire auprès d'un nourrisson », avait-elle décrété avec autorité. Les commérages ne s'étaient pas fait attendre. Moins d'1 semaine plus tard, un agent de contrôle animalier se présentait à sa porte, alerté par une dénonciation anonyme. Camille avait néanmoins vu autre chose. Elle avait observé comment Tyson reniflait doucement les doigts minuscules de son fils. Comment, chaque soir, il s'installait entre la porte d'entrée et la chambre du bébé, en sentinelle silencieuse. Ce chien avait traversé la guerre aux côtés de Nathaniel. Il méritait sa confiance. Ce que Camille ne réalisait pas pleinement, c'était que l'été, dans cette région reculée du Missouri, coïncidait avec la saison des crotales. L'ancienne maison de pierre, avec ses fondations vieillissantes et le tas de bois à l'arrière du jardin, offrait un abri idéal pour ces serpents venimeux. Les gens du coin le savaient, mais personne n'avait pensé à en informer la jeune mère venue de la ville. Ce jour-là, l'appel avait résonné comme une malédiction. Camille venait à peine d'installer Elliot pour sa sieste de l'après-midi dans son petit parc sur la terrasse ombragée et s'était attaquée à la lessive. La chaleur écrasante des jours précédents s'était dissipée, remplacée par une brise agréable. Camille, c'est Léona de l'hôpital. La voix à l'autre bout du fil était tendue. C'est concernant Derek Langston. Accident de tracteur, il demande à te voir.
Le cœur de Camille se serra. Derek avait été le meilleur ami de Nathaniel au lycée. Sa ferme bordait leur terrain et il passait régulièrement pour réparer une gouttière, vérifier le chauffe-eau ou simplement s'assurer que tout allait bien. « Léona, je ne suis plus en poste depuis la naissance. Il n'y a pas un autre médecin ? Il refuse tout soin avant de te parler. Il dit que ça concerne Nathaniel. » Camille jeta un œil au babyphone. Elliot dormait profondément, son petit torse se soulevant doucement au rythme de sa respiration paisible. L'hôpital n'était qu'à 15 minutes de route. Elle pourrait faire l'aller-retour avant même que le bébé ne se réveille. Mais le laisser seul était inenvisageable. Madame Patterson était partie voir sa sœur à Jefferson City. Personne d'autre n'était disponible à proximité. Ses yeux se posèrent sur Tyson, allongé à sa place habituelle tout près du parc d'Elliott. Le chien suivait chacun de ses mouvements en alerte. Il n'avait pas quitté son poste depuis qu'elle avait installé le bébé sur la terrasse. C'était comme s'il comprenait sans qu'on ait besoin de lui expliquer. « Garde !» murmura Camille. Le mot que Nathaniel lui avait appris lors d'un appel vidéo. Les oreilles de Tyson se redressèrent. Il se redressa, les pattes tendues, le regard rivé sur l'enfant endormi. « Surveille Elliot », ajouta-t-elle. Le chien émit un léger gémissement en guise d'acquiescement, puis se coucha dans une position sphinx, prêt à faire face à n'importe quelle menace. « J'arrive », dit-elle à Léona, prenant sa décision. « Dis-lui de tenir encore 15 minutes. » Elle s'accroupit devant Tyson, les yeux dans les siens, sombres et intelligents. « J'ai besoin de te faire confiance », chuchota-t-elle, glissant sa main dans sa fourrure épaisse. « Nathaniel te faisait confiance pour sa vie, je te confie quelque chose d'encore plus précieux. » Tyson soutint son regard avec une intensité presque humaine. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Ce n'était pas de la peur, c'était une certitude étrange, viscérale. Ce chien mourait pour protéger son fils. « Je reviens dans 20 minutes, 30 au pire », promit-elle, lui donnant une dernière caresse avant de foncer vers sa voiture. La route vers Saint-Mathieu fut un mélange d'anxiété et de raisonnements intérieurs. Derek n'aurait jamais demandé à la voir si ce n'était pas important. Le bébé dormait. Tyson montait la garde. 25 minutes, tout au plus. Que pouvait-il arriver en 21 minutes ? Mais dès son arrivée à l'hôpital, Camille comprit que les choses n'allaient pas se passer aussi simplement. Les urgences étaient en plein chaos. Une collision impliquant plusieurs véhicules sur l'autoroute voisine avait entraîné l'arrivée simultanée de nombreux blessés. Le cas de Derek, jugé stable, avait été mis en attente. Il fallut 45 longues minutes avant que Camille ne puisse enfin le rejoindre dans une salle de soins. Derek était pâle, son visage maculé de terre et de sang, mais son regard était clair et déterminé. Dès qu'il l'aperçut, il lui attrapa la main. « Merci Camille, il ne voulait pas m'écouter, disait que je délirais à cause de la douleur. »« Qu'est-ce qui se passe, Derek ? Tu as parlé de Nathaniel ?» demanda-t-elle en se penchant vers lui, le cœur battant. Il hocha faiblement la tête, désignant le sachet en plastique contenant ses effets personnels. « Il y a une lettre, dans mon portefeuille. C'est de lui. Il me l'a confiée après sa mort en me demandant de te la remettre. Je n'ai pas eu le courage de le faire quand tu étais enceinte. Puis, avec le bébé, je n'ai jamais trouvé le bon moment. Mais maintenant, tu dois la lire. Elle parle de Tyson. Il voulait que tu saches certaines choses. » Camille sentit la panique remonter en elle comme une marée noire. Elle jeta un regard à sa montre. 50 minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté la maison. « Je dois rentrer », murmura-t-elle, reculant déjà vers la porte. « Je reviendrai pour la lettre, je te le promets. » Elle quitta la pièce en courant. Le trajet du retour ne lui prit que 12 minutes, malgré les virages serrés et les limitations de vitesse oubliées. Et c'est là, alors qu'elle tournait dans l'allée gravillonnée de sa propriété, qu'un cri la frappa de plein fouet. Les hurlements d'Elliot, plus stridents, plus paniqués que jamais. Elle freina brutalement, sauta de la voiture moteur encore en marche et contourna la maison à toute allure. Chaque pas rapprochait les cris déchirants de son fils, accompagné cette fois d'un grondement sourd, profond, inquiétant. Le genre de bruit qui ne venait pas du chien qu'elle connaissait. Quand elle arriva sur la terrasse, le monde sembla basculer. Tyson se tenait rigide comme une statue, le poil hérissé, les crocs découverts. Son poitrail et son museau étaient trempés de sang. Elliot, toujours dans son parc, se débattait en hurlant, les bras tendus vers le ciel, rouge de terreur mais apparemment indemne. « Tyson, non !» cria Camille, incapable d'interpréter ce qu'elle voyait. Tout son corps hurlait qu'elle devait défendre son enfant. Elle chercha désespérément une arme, n'importe quoi, et ses doigts rencontrèrent un vieux transplantoir rouillé posé sur la rambarde du porche. Mais Tyson ne broncha pas. Son regard n'était pas tourné vers elle, ni même vers Elliot. Il fixait le sol juste au pied du parc.
Et c'est alors que Camille vit ce que ses yeux avaient d'abord refusé de croire. Une peau écailleuse, au motif en losange distinct. La queue finissait dans un cliquetis brisé. Le serpent immense, désormais inerte, avait le crâne à moitié broyé. Un crotale, et pas un petit. Le sang qui maculait le chien n'était pas celui de son fils. C'était celui du serpent, et peut-être aussi le sien. Les doigts de Camille lâchèrent le transplantoire qui tomba au sol avec un bruit mat. Elle s'agenouilla auprès de son bébé, le prit dans ses bras et le palpa frénétiquement à la recherche de la moindre morsure, égratignure, trace suspecte. Rien. Il était sain et sauf, juste secoué, tremblant, les larmes coulant sur ses joues roses. Tyson, lui, s'était finalement laissé tomber sur la terrasse, haletant. Camille observa alors de plus près son museau enflé et sa patte avant, déjà double de volume. Il avait été mordu, peut-être plusieurs fois. « Tu l'as protégé », murmura-t-elle, réalisant enfin ce qui venait de se jouer. « Tu l'as sauvé ». Le souvenir de la lettre que Derek avait mentionnée revint la frapper de plein fouet. Ce que Nathaniel avait voulu lui dire concernait Tyson. Quelque chose d'important. Elle se releva, Elliot dans un bras, et s'approcha lentement du chien. Ses yeux, habituellement vifs, devenaient vitreux. Son souffle était court, irrégulier. Camille sentit la panique la submerger à nouveau. « Il te faut un vétérinaire tout de suite ». Elle se rappela les mots du docteur Harper, le vétérinaire local, lors de la première visite de Tyson. « Une morsure de crotale, ça ne pardonne pas. Si vous suspectez une attaque, vous n'aurez que quelques heures. » La clinique de campagne ne tenait pas d'antivenin. Le plus proche hôpital vétérinaire disposant de ce traitement vital se trouvait à Fairgrove, à 40 minutes de route. Elle installa Elliot dans son siège auto, puis courut chercher une vieille couverture dans le placard du couloir. Tyson ne résista pas quand elle l'enveloppa doucement. Un gémissement plaintif s'échappa de lui lorsqu'elle toucha sa patte blessée. Le chien pesait près de 40 kilos, mais l'adrénaline fit son œuvre. Camille réussit à le porter jusqu'à la banquette arrière, à le caler tant bien que mal, et à reprendre le volant, les mains tremblantes. « Tiens bon, Tyson, s'il te plaît, tiens bon », murmura-t-elle en quittant l'allée à toute vitesse. En chemin, son téléphone sonna. C'était Donna May Patterson. « Camille, je viens d'entendre des sirènes filer vers chez toi. Tout va bien? Le bébé va bien? » « Il va bien. Tyson a été mordu par un serpent. Il a sauvé mon fils. » Il y eut un silence, puis d'un ton sceptique. « Il l'a sauvé? Oui. Il a tué un crotale qui approchait du parc d'Elliott. » Un nouveau silence, plus long. « Camille, es-tu certaine que c'est ce qui s'est passé ?» La question la gifla. « Évidemment que j'en suis certaine. J'ai vu le serpent, j'ai vu le sang, j'ai vu la morsure. » Mais la vieille femme persista. « Tu sais, Bill Norwood, au service de contrôle animalier, m'a dit que ce chien avait des antécédents, qu'il souffrait de stress post-traumatique. Ces chiens de guerre, ils peuvent craquer, surtout avec les pleurs d'un nourrisson. » Camille resserra sa prise sur le volant. « J'ai vu le serpent mort, Donna. Tyson a été mordu en protégeant mon fils. Si tu le dis, ma chérie. Mais tu devrais peut-être appeler Bill, juste pour être prudente. » Camille coupa l'appel sans répondre. La colère brutale la submergea un instant. Ce n'était pas la première fois que Donna insinuait que Tyson était dangereux. Depuis son arrivée, elle n'avait cessé de semer le doute, de faire circuler des rumeurs. Elle ne voulait pas de ce chien ici, pas de la mémoire de Nathaniel, pas de cette famille incomplète. « Tu vois, Elliot ?» murmura Camille, jetant un regard dans le rétroviseur. Le petit garçon, les yeux encore humides, fixait Tyson avec un sérieux troublant pour son âge. Papa savait. Il savait exactement ce qu'il faisait en nous envoyant ce chien. La nuit tombait lentement sur la campagne du Missouri lorsqu'elle atteignit enfin l'hôpital vétérinaire d'urgence de Fairgrove. Tyson, allongé sur la banquette arrière, haletait faiblement, ses muscles tressaillant sous la couverture. À peine avait-elle stoppé le moteur que 2 assistants vétérinaires accouraient déjà avec un brancard. « Morsure de serpent à sonnette il y a environ 1 heure », lança Camille, retrouvant sans le vouloir les automatismes de son ancienne vie d'infirmière. Œdème facial, respiration difficile, possible envenimation multiple, chien militaire retraité. Le plus jeune des 2 assistants, un homme aux yeux clairs et au badge griffonné à la hâte, acquiesça avec sérieux. « On va s'en occuper. Vous êtes la propriétaire ?» Camille hésita. Jusqu'à cet instant, elle n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que cela signifiait. Tyson avait été le chien de Nathaniel, puis il était devenu le compagnon d'Elliott. Mais à elle, était-il à elle? Un frisson l'effleura. « Oui », finit-elle par dire, « je suis sa maîtresse. »
Tandis qu'on emportait Tyson à l'intérieur, Elliot, dans ses bras, se mit à gigoter. Il tendait les mains vers la civière, balbutiant des syllabes confuses que Camille avait appris à reconnaître. Il voulait aller vers le chien. « Tu comprends, pas vrai ?» chuchota-t-elle en berçant son fils. « Il t'a sauvé. » Son téléphone vibra. Un message. « Donna May, encore. Bill Norwood passe chez toi pour inspecter l'affaire du serpent. Je lui ai prêté ta clé de secours, au cas où. » Un froid glacial s'empara d'elle. Depuis quand donnait-elle accès à sa maison sans lui demander ? Et pourquoi Bill débarquait-il sous prétexte d'une simple morsure de serpent alors que c'était terminé ? Quelque chose clochait, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message, cette fois d'un numéro inconnu, s'afficha sur son écran. Madame Dawson, ici le sergent Doyle, centre de formation K9 de Fort Jennings. Nous avons été informés par notre réseau vétéran de l'état de Tyson. Besoin urgent de vous parler à propos de son historique. Camille s'effondra dans une chaise en plastique de la salle d'attente, Elliot contre son torse. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de l'état de Tyson, mais aussi à cause de ses signaux de plus en plus inquiétants. La clé, le voisin et maintenant l'armée. À quoi Nathaniel l'avait-il exposé ? Quel secret couvait encore sous la surface ? Une vétérinaire en blouse bleu pâle s'approcha, tenant une tablette. Elle avait un regard franc, le genre de regard qu'on acquiert après des années à batailler contre des cas désespérés. « Madame Dawson, je suis Dr Wexler, je vais m'occuper de Tyson. » Camille se leva aussitôt. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. La vétérinaire hésita, pesant ses mots. « Nous avons commencé l'administration de l'antivenin, mais je ne vais pas vous mentir. Son état est critique. Il a reçu plusieurs morsures, ce qui est rare. En général, un crotal frappe une fois et s'enfuit. Il protégeait mon fils, expliqua Camille, les larmes aux yeux. Le serpent s'est approché du parc. Il s'est interposé. Il s'est battu. Un sourcil de la vétérinaire se haussa légèrement. Ça expliquerait les multiples morsures. Il n'a pas fui, il est resté pour neutraliser la menace. Vous avez dit qu'il était un chien militaire ? Camille hocha la tête. Il servait avec mon mari, en Afghanistan. La docteure Wexler sembla comprendre quelque chose. Cela explique beaucoup. Ces chiens développent des instincts de protection extrême. Quand ils détectent une menace, ils ne réagissent pas comme un chien lambda. Ils agissent, sans hésiter. Il va s'en sortir ? La question surgit à nouveau, plus urgente. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. La bonne nouvelle, c'est qu'il est jeune et solide. La mauvaise, c'est la quantité de venin et le délai avant traitement. Elle consulta son écran. Nous avons administré une première dose de Crofab, mais il en faudra d'autres. Chaque flacon coûte environ 800 $. Il en faudra au moins 3 autres. Camille fit mentalement le calcul. Entre les frais d'urgence et les doses nécessaires, la facture dépasserait les 3000 $. De l'argent qu'elle n'avait pas. Depuis qu'elle avait quitté son poste pour s'occuper d'Elliot, elle vivait des indemnités militaires et d'un budget plus que serré. Pourtant, elle n'hésita pas. « Faites ce qu'il faut, je trouverai une solution. » Alors que la vétérinaire repartait, son téléphone vibra à nouveau, un appel, c'était Derek. « Camille, t'es où ?» L'hôpital m'a dit que tu étais partie comme une furie. Elle lui résuma la situation rapidement, sa voix se brisant lorsqu'elle décrivit Tyson couché près du serpent mort. « Seigneur !» souffla-t-il. « Et la lettre ? Je n'ai pas eu le temps de la lire. Qu'est-ce que Nathaniel disait à propos de Tyson ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ce n'est pas un truc que je devrais dire par téléphone. Mais Nathaniel appelait ce chien son ange gardien. Il disait que Tyson l'avait sauvé plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Et pas seulement face aux bombes. Ce chien ressentait les choses, il avait un sixième sens. Camille se tut. Elliot, apaisé, s'était endormi sur sa poitrine. Ses petits doigts agrippaient la chaîne de son pendentif, celui qui portait l'ancienne plaque militaire de Nathaniel. Elle la serra doucement, fermant les yeux. Ce chien, qu'elle avait failli accuser, avait peut-être hérité d'une mission encore plus grande que celle qu'il avait eue au front. Protéger ce que Nathaniel aimait le plus, sa famille. « Je suis toujours coincé à l'hôpital, mais j'ai appelé mon frère. Il se rend chez toi, » ajouta Derek. « Ne fais pas confiance à Norwood. Il déteste ce chien depuis le début. » « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que Donna May est sa tante. Elle a essayé de racheter la propriété de tes grands-parents depuis des années. Ton grand-père a toujours refusé, même quand ils ont proposé plus que le prix du marché. Tout s'éclairait, les remarques sournoises, les visites inopinées, les inspections de routine. Il ne s'agissait pas que d'un vieux différend de voisinage. C'était une stratégie, un plan méthodique pour la faire partir, pour la pousser à abandonner une terre convoitée.
Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était Tyson. À peine Camille avait-elle raccroché avec Derek que son téléphone vibra à nouveau. Nouveau message. Expéditeur inconnu. Vidéo de votre caméra de sécurité transmise aux services animaliers. Objet, mise en danger présumé d'un enfant, enquête ouverte. Son sang se glaça. Caméra de sécurité, elle n'en avait aucune. Elle se leva brusquement, Elliot toujours endormi contre elle, le cœur cognant dans sa poitrine. Quelqu'un avait surveillé sa maison, quelqu'un l'avait filmé, sans son autorisation, sans qu'elle le sache. Elle s'apprêtait à rappeler Derek quand une main se posa doucement sur son épaule. Elle se retourna, sur la défensive. Un homme se tenait devant elle, droit comme un i, l'uniforme impeccable malgré l'heure tardive. Son visage était marqué, sérieux, mais ses yeux trahissaient une bienveillance discrète. « Madame Dawson, sergent Jordan Doyle, unité K9 de Fort Jennings. On a échangé par texto. » Camille hocha la tête, un peu désorientée. Il tenait un dossier sous le bras. « Je peux ?» demanda-t-il en désignant la chaise voisine. Elle acquiesça. Il ouvrit son dossier, révélant une série de photos. Tyson, plus jeune, plus massif, équipé d'un harnais tactique, Tyson aux côtés de soldats en treillis. Tyson recevant une médaille improvisée, Nathaniel souriant à ses côtés, fier. « Votre mari ne travaillait pas avec un chien ordinaire, Madame Dawson. Tyson est une légende dans notre cercle. 3 déploiements, 17 détections confirmées d'explosifs improvisés. » Et il montra une photo où l'on devinait une cicatrice sur le flanc gauche du chien. Un éclat d'obus, il a pris les blessures à la place de votre mari lors d'une embuscade. L'unité lui a même offert une médaille symbolique. Camille sentit une boule dans sa gorge. « Je n'avais jamais vu cette cicatrice. »« Beaucoup passent à côté, » répondit Doyle, surtout quand un chien cache ses douleurs. Mais Tyson et le capitaine Dawson, c'était plus qu'un binôme, c'était une fraternité. Lorsqu'il a été décidé qu'il serait transféré à la vie civile, des voix se sont élevées. Ce genre de chien, on ne le confie pas à n'importe qui. Mais votre mari, il ferma brièvement les yeux, comme pour trouver les bons mots. Il a fait un plaidoyer convaincant. Il disait que Tyson n'était pas juste un chien de guerre, qu'il était un gardien, et qu'il devait veiller sur ce qu'il aimait le plus, vous et leur fils. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Camille, un peu sur la défensive. Quelqu'un a déposé une plainte formelle contestant le placement de Tyson dans un foyer avec enfants. En tant qu'agent de liaison, j'ai été alerté automatiquement. Mais après ce que vous m'avez raconté, il referma le dossier. Tyson fait exactement ce que votre mari avait prévu. Il protège ceux qui comptent. Camille sentit des larmes monter, mais elle les ravala. Il pourrait mourir en le faisant. Doyle hocha lentement la tête. Ces chiens, ils n'hésitent pas. Ils choisissent leur mission. Et ils vont jusqu'au bout. Une vétérinaire en blouse blanche s'approcha à ce moment-là. « Madame Dawson, nous devons parler. » Le visage de Camille se figea. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» L'état de Tyson se dégrade. Il montre des signes de détresse respiratoire. Nous devons l'intuber en urgence et augmenter la dose d'antivenin. Camille sentit son cœur s'effondrer. « Faites tout ce qu'il faut. Il y a autre chose, » ajouta la vétérinaire. « Nos stocks sont limités. La saison est critique. Plusieurs cas ces derniers jours. J'ai contacté les cliniques voisines, mais toutes sont en tension. » Doyle intervint. « Docteur, Fort Jennings dispose de réserves militaires. Je peux organiser une livraison en hélicoptère. 1 heure maximum. » La vétérinaire acquiesça, soulagée. « Ce serait inestimable. Merci. » Alors que Doyle s'éloignait pour passer ses appels, un nouveau message apparut sur le téléphone de Camille. Travis, le frère de Derek. « Je suis chez toi. Pas de traces de Norwood, mais quelque chose cloche. Rappelle-moi vite. » Camille se leva, cherchant un endroit calme. Elle appela immédiatement. « Camille, » répondit Travis d'une voix grave, « tu dois voir ça. Je t'envoie une vidéo. » Quelques secondes plus tard, elle recevait le fichier. Les images étaient granuleuses, comme captées d'un appareil dissimulé. Une vue en plongée sur sa terrasse, on y voyait Tyson allongé à côté du parc, calme, en veille, puis soudain, il se redresse, le corps tendu, il tourne autour du parc, le museau collé au sol. Et puis, hors champ, quelque chose attire son attention. Le cadrage se décale comme si la caméra bougeait. Et là, sur l'image, un serpent massif, un crotal, sort lentement dessous les marches du porche. Le corps de Tyson se tend. Il se met en position d'attaque. Lorsque le serpent dresse sa tête, prêt à frapper, Tyson fonce. Il saisit la bête juste derrière la nuque. Le serpent s'enroule violemment autour de lui, le frappe à plusieurs reprises. Elliot se réveille, hurle, mais Tyson ne lâche pas. Il finit par arracher le serpent et le traîner loin du parc, avant de revenir se coucher à côté du bébé.
La vidéo s'interrompt brutalement. Camille sentit ses jambes fléchir. « Qui a filmé ça ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. « On ne sait pas. La caméra n'est pas identifiable. L'angle vient du vieux chêne, près de la limite de ton terrain. Je pense qu'elle était dissimulée dans les branches. Travis, vérifie sous le porche. C'est de là qu'est sorti le serpent, et sois prudent. Il pourrait y en avoir d'autres ?» Tandis que Travis inspectait la maison, Camille rejoignit la baie vitrée donnant sur la salle de soins intensifs vétérinaires. À travers la cloison, elle distinguait Tyson étendu sur la table, les yeux clos, une respiration courte mais régulière, reliée à toute une armée de tuyaux et de capteurs. Le héros qui avait tenu bon contre un serpent mortel était désormais réduit à ce silence médicalisé, à cette attente insoutenable. Elle sentait la tension dans chaque fibre de son être. Il fallait qu'il tienne. Derrière elle, une voix douce l'interpella. « Madame Dawson ?» Une vétérinaire s'approcha, les bras croisés, le regard professionnel mais teinté de compassion. « Le lot d'antivéniens de Fort Jennings est en approche. Un hélicoptère militaire atterrira dans notre cour d'ici 30 minutes. » Camille inspira profondément. « Merci, docteur Wexler. » La vétérinaire hocha la tête. « En attendant, vous pouvez venir le voir. Même sous sédation, les voies familières peuvent aider à maintenir les fonctions vitales. » Camille n'attendit pas une seconde de plus. Elliot contre elle, elle franchit la porte de la salle de soins, respirant l'air chargé d'antiseptiques et d'anxiété. Tyson semblait minuscule sur la table blanche, son corps massif alourdi par la douleur. « Tyson » murmura-t-elle en posant une main tremblante sur sa tête. « Tu es un bon chien, un héros. Tu as sauvé notre fils. » Contre toute attente, la queue du chien bougea faiblement. Elliot, jusque-là silencieux, tendit les bras en babillant quelque chose d'inintelligible. Ses petits doigts touchèrent de la fourrure épaisse du chien. Tyson ouvrit un œil, juste un instant. Mais ce regard, cet éclat dans l'obscurité, suffit à Camille pour sentir que l'espoir n'était pas perdu. « Il réagit !» souffla la vétérinaire depuis l'entrée. Son rythme cardiaque s'améliore légèrement. Il sent votre présence. Son téléphone vibra dans sa poche. Un appel de Travis. Elle s'éloigna à contre-cœur de Tyson pour décrocher dans le couloir. « Camille, tu dois faire venir quelqu'un ici, immédiatement. » « Quoi? Pourquoi? J'ai fait comme tu m'as demandé. J'ai vérifié sous le porche. Et ce n'est pas juste un serpent qu'il y avait là-dessous. C'est un nid, un vrai. Plusieurs spécimens. Je pense qu'ils sont installés depuis des mois. » Camille blêmit. « Un nid? Tu es sûr? » « Très. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé une caméra miniaturisée dans l'arbre du fond, celle qui filme ta terrasse. Ce n'est pas du matériel amateur. C'est une caméra de surveillance domestique, avec accès à distance. Quelqu'un a sciemment filmé ce qui s'est passé. » Elle tourna lentement les yeux vers le sergent Doyle qui la rejoignait dans le couloir. Il avait entendu. Son regard se durcit. « Madame Dawson, je crois que vous avez été la cible d'un acte délibéré. Quelqu'un voulait que Tyson soit vu comme une menace. Et quelqu'un d'autre voulait que votre propriété devienne invivable. » Camille sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Qui pouvait aller aussi loin? Et pourquoi viser une veuve et son bébé? Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà une partie de la réponse. Elle avait entendu trop de murmures, trop de petits commentaires déguisés. Donna May, Bill Norwood et les vieilles rumeurs sur les droits d'eau que la terre de ses grands-parents permettait d'exploiter. L'hélicoptère militaire atterrit peu après, dans une rafale de vent et de bruit. Les 2 techniciens vétérinaires qui en descendirent transportaient une glacière sécurisée. 4 doses de Crofab, annonça l'un d'eux en la remettant à Dr Wexler. Compliment du commandant de Fort Jennings. Il a dit que le chien était toujours considéré comme un atout militaire de haute valeur. Alors que les soins reprenaient, Camille reçut un nouvel appel. Cette fois, c'était le colonel en personne. « Madame Dawson, ici le colonel Mitchell, commandant de la 124e brigade de police militaire. J'ai été informé de la situation concernant le chien Tyson. » « Oui, monsieur, » répondit-elle, impressionnée par le ton autoritaire et calme de l'homme. « Il a été mordu en protégeant mon fils. »« C'est cohérent avec ce que je sais de lui, » répondit le colonel. Le capitaine Dawson parlait souvent de ce chien. Il disait qu'il avait un instinct presque surnaturel pour détecter le danger. Un silence. « Sergent Doyle m'a informé des circonstances inhabituelles autour de votre maison. Une enquête est en cours. Nous avons envoyé une équipe de sécurité sur place. » Camille serra plus fort Elliot contre elle. « Vous pensez que quelqu'un a mis mon bébé en danger intentionnellement? Disons que la combinaison d'une caméra cachée, d'un nid de serpent et d'une tentative manifeste de discréditer un chien militaire décoré soulève de nombreuses questions. » Le colonel marqua une pause. « Votre mari nous avait prévenu. » Camille sentit son cœur s'arrêter. « Quoi?
Peu avant son dernier déploiement, il avait envoyé une lettre officielle à notre bureau, évoquant des préoccupations concernant certaines personnes vivant près de la propriété familiale. Il disait qu'il avait des raisons de croire qu'il pourrait tenter quelque chose contre sa famille en son absence. Elle sentit ses jambes flancher. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Ces lettres sont classées tant qu'aucune menace concrète n'est identifiée. Mais aujourd'hui cela change. Une équipe de sécurité reste désormais en poste sur votre terrain. Un bref silence. Avez-vous un endroit sûr où aller dans les jours à venir? Camille secoua la tête, même si l'homme ne pouvait la voir. Pas vraiment. Fort Jennings peut héberger les familles en mode de personnel actif ou décoré. Temporairement, vous et votre fils serez les bienvenus. Elle remercia le colonel d'une voix étranglée, puis sans prévenir, elle éclata en larmes. Non pas de faiblesse, mais de soulagement. Enfin quelqu'un la croyait, enfin quelqu'un agissait. Cette nuit-là, Camille s'installa dans une petite chambre attenante à l'hôpital vétérinaire. Elliot dormait paisiblement dans un berceau de fortune prêté par le personnel et Tyson reposait dans l'unité de soins, sous perfusion, son état toujours critique mais stable. Le calme de la pièce contrastait avec le tumulte dans la tête de Camille. Elle repensait à chaque détail, les remarques insistantes de Donna May, les inspections surprises, la caméra cachée, le nid de serpent, et surtout, la lettre que Derek lui avait promis. Cette lettre de Nathaniel qu'elle n'avait pas encore lue. À l'aube, alors que le jour perçait timidement à travers les stores, Derek arriva. Il portait un bandage au bras et un sac à dos usé. « J'ai insisté pour qu'il me laisse sortir », dit-il en entrant. Je ne pouvais pas attendre. Il s'assit face à elle, sortit de sa poche intérieure une enveloppe jaunie et la lui tendit. Je l'ai gardée tout ce temps. Trop longtemps, probablement. Camille prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture de Nathaniel était là, reconnaissable entre mille, anguleuse, droite, précise. Elle l'ouvrit avec soin, comme si la moindre déchirure risquait d'abîmer le lien fragile avec l'homme qu'elle avait aimé. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur 2 pages. « Ma Camille, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé, et pour cela je suis désolé. J'aurais voulu être là, chaque jour, chaque nuit, pour voir notre fils grandir et te soutenir dans tout ce que tu entreprends. Mais comme tu me connais, tu sais que j'ai tout prévu. Pas pour moi, pour vous. Tyson n'est pas juste un chien, il essaie la meilleure partie de moi. Il sait tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai survécu. Il ressent les choses, il comprend plus que certains humains. Je l'ai entraîné à protéger et je lui ai confié la mission la plus importante de sa vie. Veillez sur vous deux. Si jamais quelqu'un tente de vous faire du mal, il le saura avant vous. Faites-lui confiance, même si son comportement semble étrange. Même si les gens autour de vous disent dès qu'il est dangereux, il vous sauvera. Comme il m'a sauvé plus d'une fois. Il y a quelque chose d'autre. J'ai laissé des documents dans une boîte cachée dans le grenier de la vieille grange. Mon père me l'avait construite quand j'étais gamin, sous les lattes du sol côté ouest. Ces papiers concernent un différend que j'ai eu avec certains habitants du coin, des gens qui veulent ce terrain. Ils ont proposé de l'acheter puis ont menacé. J'ai refusé. Je ne voulais pas que notre fils grandisse ailleurs. Cette terre, c'est notre héritage. S'ils s'en prennent à toi, Tyson le saura. Et maintenant, toi aussi. Camille sentit son cœur se briser à nouveau. Pas de tristesse cette fois, mais de gratitude, de force. Nathaniel, même après sa mort, continuait à la protéger. Il avait tout anticipé, et il lui avait laissé bien plus qu'un souvenir. Il lui avait laissé un gardien. Derek la regardait en silence, les yeux humides. « Tu comprends maintenant ?» demanda-t-il. Camille hocha la tête. Il avait tout vu venir. Et Tyson, il suit encore ses ordres. Plus tard dans la journée, elle reçut un appel de Travis. Il avait fouillé la grange comme elle le lui avait demandé. « J'ai trouvé la boîte. Elle était là, exactement où il avait dit. Verrouillée, mais j'ai pu la forcer. Il y a des photos, des copies de courrier, des relevés de propriété. Et une lettre adressée à un avocat. Il accusait Donna May d'avoir tenté de falsifier des documents de bornage pour inclure une partie de votre terrain dans sa propriété. » Camille resta figée. Tout prenait sens. Ce n'était pas qu'une affaire de vieille querelle de voisins. C'était une machination. Un vol déguisé en inquiétude. Et pour cela, ils avaient été prêts à tout. À mentir, à manipuler, à mettre un enfant en danger. Elle remercia Travis et lui demanda de tout remettre à l'équipe de Fort Jennings. Il s'exécuta sans discuter. En fin d'après-midi, Tyson commença à montrer des signes plus encourageants. Sa respiration s'améliorait, son rythme cardiaque se stabilisait. La vétérinaire souriait enfin en entrant dans la chambre. Il est hors de danger immédiat, mais il aura besoin de repos, de soins, et surtout, de vous. Camille passa la nuit suivante à son chevet. Elle lui parla,
lui raconta des souvenirs de Nathaniel, lui fredonna les chansons qu'elle chantait à Elliot. Parfois, le chien remuait une oreille. D'autres fois, il gémissait doucement, comme s'il rêvait. Au petit matin, lorsqu'elle s'assoupit enfin sur le fauteuil, Elliot, blotti contre elle, Tyson ouvrit complètement les yeux et tourna la tête vers eux. Ce n'était qu'un regard. Mais dans ce regard, il y avait tout. Une promesse, une loyauté inébranlable, une mission qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner. 3 jours plus tard, Camille rentra enfin chez elle avec Elliot et Tyson. Le retour à la ferme fut émouvant. La terre semblait paisible, les arbres immobiles sous le ciel doux, mais Camille savait que tout avait changé. Ce n'était plus la maison d'une jeune mère en quête de tranquillité. C'était désormais le cœur d'une bataille silencieuse, un territoire défendu bec et ongles par un chien blessé et une volonté renforcée par l'épreuve. Une patrouille de sécurité militaire avait été déployée par Fort Jennings, stationnée discrètement à l'orée de la propriété. L'équipe de l'armée avait également installé des caméras de surveillance officielles, toutes reliées à un serveur sécurisé avec accès direct par l'équipe du sergent Doyle. Fini les caméras clandestines, les regards malveillants dans l'ombre. Camille contrôlait désormais l'image, le terrain et le récit. Dès le lendemain, elle fut convoquée au poste de police local pour une entrevue volontaire à propos des événements récents. Elle s'y rendit, accompagnée du sergent Doyle, de Derek et de son propre avocat, un ancien militaire reconverti, recommandé par Fort Jennings. L'ambiance à l'intérieur du commissariat était tendue. Les agents locaux, habitués à fonctionner en vase clos, n'aimaient pas voir l'armée s'immiscer dans leurs affaires. Encore moins une jeune veuve déterminée à faire tomber des notables respectés. Le chef de la police, un homme massif nommé Harold Skinner, l'interrogea d'une voix faussement bienveillante. « Madame Dawson, pouvez-vous confirmer que vous avez laissé votre enfant sans surveillance, confié à un chien militaire potentiellement instable ?» Camille leva les yeux, impassible. « Non, monsieur, je l'ai confié à Tyson, un chien de détection formé, décoré, qui a risqué sa vie pour sauver la mienne. » L'avocat enchaîna immédiatement. « Et nous avons des preuves vidéo, validées par des spécialistes, démontrant l'héroïsme du chien. Ce qui est inquiétant ici, c'est la présence d'un nid de serpents venimeux sous le domicile d'une jeune mère. Peut-être devriez-vous investiguer comment ce nid a pu se former sans que personne ne le remarque, ni n'en informe Madame Dawson. » Un silence pesant s'installa. Puis Skinner se racla la gorge. « Très bien, nous allons poursuivre notre enquête. » Mais Camille savait déjà qu'il reculerait. L'intervention militaire, la couverture médiatique, qui avait commencé à émerger depuis la diffusion de la vidéo sur les réseaux, tout cela mettait une pression qu'aucune petite mairie n'aimait affronter. En quittant le poste, Camille aperçut Donna Mae Patterson qui l'attendait sur le trottoir, les bras croisés, les lèvres pincées. « Tu sais que cette maison n'est pas à toi, n'est-ce pas ?» lança-t-elle froidement. « Ce terrain, c'est une erreur de l'histoire. Il devait revenir à ma famille. Ton grand-père nous a volé ce qui était à nous. » Camille s'arrêta, Elliot contre la hanche. Tyson, bien qu'encore faible, était à ses côtés, muselé mais alerte. « Et vous auriez mis mon bébé en danger pour réparer cette erreur ?» demanda-t-elle, la voix glacée. Donna Mae ne répondit pas. Elle tourna les talons et s'éloigna, le dos raide. Quelques jours plus tard, Camille reçut un appel de son avocat. « L'acte de propriété de vos grands-parents a été confirmé et validé par la cour d'appel du comté. Les tentatives de réclamation concurrentes sont officiellement closes. » Elle sentit ses genoux faiblir. C'était fini. La terre était à elle, définitivement. Grâce à Nathaniel, grâce à Tyson, grâce à la vérité. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Un journaliste local, intrigué par la vidéo devenue virale, l'avait contacté. Il voulait en faire un reportage. Camille hésita. Elle ne cherchait pas la gloire, mais elle comprit que raconter son histoire, c'était aussi rendre justice. À Tyson, à Nathaniel, à tous les soldats silencieux, à poil ou en uniforme. Elle accepta. Le jour de l'interview, Tyson fut installé à ses pieds, encore convalescent, mais la tête haute. Le journaliste demanda « Si vous aviez douté de lui ce jour-là? Si vous aviez cru ce que tout le monde disait sur ces chiens militaires dangereux ?» Camille caressa doucement la tête du chien. « Alors mon fils serait mort aujourd'hui. » L'émission fut un succès. Elle toucha des milliers de foyers. Des vétérans de tout le pays envoyèrent des lettres, des messages, des vidéos de leurs chiens, racontant leurs propres histoires de fidélité et de sauvetage. Un homme envoya même une médaille militaire pour animaux gravée au nom de Rex, le surnom de Tyson lorsqu'il était en service, avec une simple phrase « Pour courage exemplaire au combat domestique ». À la ferme, la vie reprit peu à peu son cours.
Elliot grandissait, curieux, bavard, s'agrippant à la fourrure de Tyson pour faire ses premiers pas. Le chien, toujours affaibli, ne quittait jamais son poste. Il dormait près du berceau. Il accompagnait chaque promenade dans le jardin. Il attendait, fidèle et patient, devant la salle de bain quand Camille se lavait les cheveux comme pour dire « Je suis là, toujours ». Et un soir, en rangeant le grenier de la vieille grange, Camille tomba sur une boîte oubliée. À l'intérieur, un vieil enregistreur vocal. Elle reconnut la voix de Nathaniel en appuyant sur lecture. Il disait « Si je pars avant toi, souviens-toi que je n'ai jamais eu peur de mourir, parce que je savais que tu vivrais, que tu relèverais la tête, et que Tyson veillerait sur vous deux. Ce n'est pas la fin, mon amour, c'est le début d'une nouvelle mission. » Camille s'assit sur le sol, les larmes aux yeux, l'appareil contre son cœur. Elle comprit alors que certaines présences ne nous quittent jamais. Elles se transmettent. Elles se réincarnent dans les silences, dans les gestes simples, dans les battements d'un cœur canin et le rire d'un enfant. Et que parfois, le soldat qui continue la mission n'a ni médaille ni fusil, mais 4 pattes, un regard d'ambre et une loyauté à toute épreuve. Les semaines passèrent et la fin de l'été apporta une chaleur moite sur les collines de Mill Ridge. Tyson récupérait lentement. Sa démarche restait un peu lourde, sa respiration parfois sifflante, mais son regard n'avait rien perdu de sa clarté. Il était devenu une figure à part entière du paysage local. Les enfants du voisinage, ceux dont les parents n'avaient pas été influencés par Donamay, venaient parfois l'apercevoir à travers la clôture. Elliot, lui, ne le quittait presque jamais. Leur complicité devenait une évidence naturelle, inébranlable. Le chien avait trouvé sa nouvelle mission. Et Camille, elle, retrouvait peu à peu le sommeil. Mais malgré la paix retrouvée, quelque chose en elle restait en éveil. Une sorte d'intuition sourde, presque animale. Le genre de 6e sens qu'elle avait toujours attribué aux anciens soldats, ou aux chiens. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche, un verre d'eau à la main, elle observa Tyson. Il scrutait la lisière des arbres, les oreilles dressées, immobile. Aucun bruit ne troublait l'air, mais il restait figé. « Tu entends quelque chose ?» lui murmura-t-elle. Tyson tourna légèrement la tête vers elle, puis reporta son attention sur les bois. Et c'est là qu'elle sentit, sans savoir comment, que quelque chose se préparait. Elle alla chercher son téléphone et appela Travis. « Tu peux passer demain ? J'aimerais inspecter la grange avec toi, plus en profondeur. » Il accepta aussitôt. Le lendemain, ils passèrent des heures à fouiller entre les poutres, les trappes dissimulées, les planches disjointes. Et ils finirent par trouver un vieux boîtier encastré dans la base d'un pilier. À l'intérieur, une clé rouillée, une enveloppe marquée « À n'utiliser qu'en cas d'urgence » et un carnet à spirale recouvert de poussière. Camille ouvrit l'enveloppe. C'était une note rédigée de la main de Nathaniel. « Si tu trouves ceci, c'est que tu es plus forte que je ne l'aurais imaginé. La clé ouvre le double fond de l'armoire dans mon ancien bureau. Tu y trouveras tout ce que j'ai pu rassembler sur ceux qui veulent cette terre. Dossiers, noms, photos. Je n'ai pas eu le temps de tout transmettre, mais tu sauras quoi en faire. » Ils se précipitèrent à l'intérieur. Dans la vieille maison, le bureau de Nathaniel était resté intact depuis sa mort. Les livres couverts de poussière, le cadre photo retourné sur le bureau. Camille trouva l'armoire en question. Derrière une planche dissimulée, un espace creux contenait un dossier volumineux, une clé USB et une ancienne carte mémoire. Elle brancha le tout sur son ordinateur. Les fichiers étaient nombreux. Enregistrements audio de réunions de quartier, photos satellites d'une partie de la propriété convoitée, documents cadastraux. Et parmi tout cela, un enregistrement audio. La voix de Donamay. « On la fera craquer, cette fille. On l'isolera. Et si le chien pose problème, on trouvera un moyen de le faire passer pour dangereux. Bill a déjà tout prévu. Tu verras. À la fin, elle partira d'elle-même. » Travis se redressa furieux. « Ça suffit. Il faut que ça sorte. On doit en parler à Doyle et au colonel. » Camille approuva. Mais cette fois, elle voulait plus. Elle voulait que la vérité soit vue, entendue, incontestable. Alors, elle fit ce qu'elle avait toujours évité. Elle recontacta le journaliste. Le reportage diffusé 2 semaines plus tard changea tout. Intitulé « Le soldat silencieux », un chien, une famille, un héritage, ils racontaient leur histoire dans le détail. Le passé militaire de Tyson, le combat de Camille, les tentatives de harcèlement, les preuves audio. La séquence la plus marquante montrait Elliot qui, les bras tendus, appelait « Rex, Rex » en riant, tandis que Tyson s'approchait lentement et posait son museau contre son front. Cette image fit le tour du pays. Elle n'était pas juste mignonne, elle était le symbole d'une rédemption, d'une confiance regagnée.
Des vétérinaires de tout le pays appelèrent pour proposer des soins gratuits à Tyson. Des avocats militaires offrirent leurs services pro bono pour aider Camille à porter plainte contre les responsables. Et même le gouverneur de l'État publia un message de soutien. Ce chien représente le meilleur de ce que notre pays forme. Le courage, la fidélité, la force tranquille. Honneur à lui et à ceux qui le protègent. Mais Camille refusa la vengeance. Elle voulait la justice, pas la guerre. Elle porte plainte, oui, mais elle refusa de répondre aux provocations. Lorsqu'on lui demanda à la télévision ce qu'elle pensait de ceux qui avaient tenté de la faire partir, elle répondit simplement « J'espère qu'ils trouveront la paix ailleurs, parce qu'ici, la mienne est désormais scellée. » Le procès civil fut bref. Les preuves irréfutables, la pression médiatique et le soutien public finirent par faire craquer Donna Mae. Elle céda une partie de ses terres en compensation et accepta de se retirer de tout poste public dans le comté. Bill Norwood fut suspendu de ses fonctions au service animalier dans l'attente d'une enquête interne. Et pour la première fois depuis longtemps, la ferme Dawson redevint un lieu de calme. Le soir, sous les étoiles, Camille s'asseyait sur le porche avec Tyson couché à ses pieds. Elle observait Elliot courir dans l'herbe, trébuchant, riant, insouciant. Et elle comprenait. Ce que Nathaniel avait voulu lui dire, ce que Tyson lui montrait chaque jour, ce n'était pas une simple survie. C'était une reconstruction, une nouvelle mission, une nouvelle vie. Le calme revenu sur la ferme Dawson n'était pas celui d'un silence creux, mais celui d'une paix reconstruite, solide, comme un sol durci par les tempêtes. Les jours passaient et chaque minute semblait précieuse, comme si le temps lui-même savait qu'il avait été arraché à l'injustice. Tyson allait mieux. Il trottait à nouveau, gardant toujours un œil sur Elliot, s'allongeant près de lui, lorsque l'enfant dessinait à la craie, sur le béton, ou bondissant à ses côtés dès qu'il courait vers le vieux pommier. Camille, elle, avait changé. Quelque chose en elle s'était redressé. Plus forte, plus lucide, elle n'était plus seulement la veuve de Nathaniel. Elle était devenue la gardienne de leurs promesses, la protectrice de leur fils, la dépositaire de tout un héritage de loyauté et de courage. Et elle n'était pas seule. Elle avait Tyson. Elle avait Derek, Travis, le sergent Doyle et tous ceux qui avaient vu au-delà des apparences. Un jour, alors qu'elle préparait des confitures dans la cuisine, elle entendit un bruit familier, des pas dans le gravier, et puis une voix douce, hésitante. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Elle s'essuya les mains et se dirigea vers la porte. Une femme se tenait là, la cinquantaine, vêtue simplement, une carte pliée dans les mains. « Excusez-moi, je suis Linda DeWitt. Mon fils servait dans la même unité que le capitaine Dawson. Il m'avait parlé de Tyson et de vous. » Camille l'invita aussitôt à entrer. Autour d'un thé, Linda lui expliqua « Son fils, Mark, avait combattu aux côtés de Nathaniel et Tyson en Afghanistan. Il était tombé dans une embuscade, et c'était Tyson qui l'avait détecté juste à temps. Mark m'a souvent dit qu'il n'avait jamais vu un chien aussi humain. Il disait que Tyson ressentait la peur, l'amour, la colère, qu'il agissait par choix, pas par conditionnement. » Elle sortit une petite boîte, à l'intérieur une médaille ternie. Mon fils m'a demandé, avant de partir pour sa dernière mission, que si quelque chose lui arrivait, je transmette ça à la personne qui protégerait un jour la famille de Nathaniel. Il disait que ce serait facile à reconnaître. Il m'avait dit, ce jour-là, tu verras un enfant et un chien, et tu comprendras. Camille, bouleversée, accepta la médaille en silence. Elle n'avait jamais été aussi consciente du fil invisible qui reliait les gens, les vivants, les morts, les promesses faites sur des champs de bataille lointains et tenues sur un sol tranquille, au milieu de collines boisées. Cette médaille, elle l'accrocha discrètement à une corde au-dessus du foyer, entre la photo de Nathaniel en uniforme et celle, plus récente, d'Elliot jouant avec Tyson dans les feuilles d'automne. C'était un hôtel sans mots, mais chargé d'histoire, un espace de mémoire et de gratitude. Et pourtant, malgré le retour du quotidien, Camille savait que la mission n'était pas terminée. Elle avait vu ce que des chiens comme Tyson pouvaient faire. Elle avait vu à quel point ces animaux, trop souvent relégués à des chiffres dans des registres militaires, étaient en réalité des âmes fidèles, prêtes à se sacrifier. Alors, un matin, elle prit une décision. Elle contacta Fort Jennings et proposa de créer un programme civil de soutien aux anciens chiens militaires, un sanctuaire, un refuge, une école de reconversion, un lieu où les chiens comme Tyson pourraient continuer d'exister avec dignité, où des familles comme la sienne pourraient guérir. Elle appela ça « Mission Gardien ». Le colonel Mitchell fut impressionné. L'armée accepta de soutenir le projet. Des dons affluèrent de tout le pays.
En quelques mois, la première pierre du sanctuaire fut posée sur une parcelle de la ferme Dawson à l'ombre des pins. Tyson y eut son propre espace, un terrain qu'il surveillait comme un roi sage et où d'autres anciens chiens de guerre commencèrent à arriver. Blessés, fatigués, mais pleins d'histoire et surtout pleins d'amour à donner. Elliot grandissait entouré de ces animaux, développant une sensibilité rare. À 3 ans, il pouvait reconnaître un chien stressé, apaiser un autre avec des gestes doux et savait déjà prononcer des mots comme hypervigilance et stress post-traumatique mieux que certains adultes. Camille savait qu'il n'aurait pas une enfance comme les autres, mais ce serait une enfance remplie de sens. Et un jour, en voyant son fils s'asseoir entre 2 anciens chiens de combat pour leur lire un livre d'images, elle comprit que Nathaniel avait eu raison sur toute la ligne. Ce chien, cet endroit, cet amour, c'était leur héritage. Et ce qu'elle bâtissait aujourd'hui, c'était bien plus qu'une ferme. C'était un sanctuaire de vérité. L'automne avançait et avec lui les collines autour de la ferme Dawson s'embrasaient de couleurs cuivrées. Les feuilles craquaient sous les pas de Tyson qui semblait avoir repris toute sa vigueur, bien qu'un peu ralenti par la cicatrice laissée par le venin. Mais son esprit, lui, n'avait rien perdu de sa vigilance. Depuis l'ouverture du sanctuaire Mission Gardien, une trentaine de chiens avaient déjà été accueillis. Certains arrivaient craintifs, d'autres agressifs, désorientés, mais tous finissaient par retrouver peu à peu un semblant de paix. Camille, accompagnée de vétérinaires spécialisés, de comportementalistes canins et d'anciens soldats, avait monté une équipe soudée, guidée par un même idéal, réconcilier le passé et le présent, pour offrir à ses chiens une fin de vie digne. La renommée du projet dépassait désormais les frontières du comté. Des reportages télévisés affluaient, des fondations militaires proposaient des subventions. Et même le Pentagone envoya une délégation pour évaluer le programme dans le but d'en faire un modèle national. Mais au cœur de tout cela, Camille restait fidèle à sa mission initiale, que chaque chien soit vu, écouté, compris. Ce fut d'ailleurs lors d'une visite officielle qu'un moment inattendu vint bouleverser toute l'équipe. Un représentant du département de la Défense, le docteur Malcolm Renshaw, demanda à rencontrer Tyson. Il s'agenouilla devant lui, caressa doucement sa tête et déclara d'une voix chargée d'émotion. « J'ai étudié le dossier de ce chien pendant des mois. Il aurait dû être réaffecté. Il aurait dû finir en centre d'évaluation comme tant d'autres, mais votre mari s'est battu pour lui. Et grâce à ça, un bébé est vivant aujourd'hui. » Il sortit alors une boîte noire, ornée du sceau de l'armée. Ce n'est pas habituel, mais le département a décidé de remettre à Tyson la médaille de service exceptionnel pour animaux, la plus haute distinction que nous pouvons accorder. En reconnaissance de sa bravoure en service actif et post-service. La cérémonie eut lieu quelques jours plus tard. Des dizaines de personnes vinrent y assister, certains vétérans en uniforme, d'autres en civil, les yeux brillants. Elliot, en salopette, remit la médaille à Tyson sous les applaudissements. Le chien ne comprenait évidemment pas la symbolique, mais il sentait quelque chose. Il regarda Camille, puis s'assit, le torse droit, comme un soldat au garde-à-vous. Ce moment bouleversa Camille. Elle réalisa à quel point les symboles comptaient, pour les vivants, pour les familles, pour les mémoires. Elle se souvenait encore du jour où elle avait craint que ce chien soit arraché à leur foyer. Et voilà qu'aujourd'hui, il devenait le visage d'une cause bien plus grande que lui. Mais cette reconnaissance publique raviva aussi de vieilles douleurs. Des proches de Donna May, restés silencieux jusque-là, commencèrent à propager de nouvelles rumeurs. Certains affirmaient que Camille exploitait l'image d'un chien pour se faire de l'argent. D'autres remettaient en doute les preuves contre Donna May, insinuant qu'elles avaient été fabriquées. Camille les ignora. Elle avait appris que répondre à la haine ne faisait que la nourrir. Le temps, la patience et la vérité, en revanche, construisaient bien plus solidement. Un soir, alors qu'elle préparait le repas, Elliot jouait dans le salon avec Tyson. Soudain, il se leva, trottina jusqu'à elle avec un carnet à la main. « Maman, c'est quoi ça ?» Elle reconnut immédiatement le cahier. C'était le carnet personnel de Nathaniel qu'elle avait trouvé dans la boîte du grenier. Elle ne l'avait jamais lu en entier, juste des extraits, des fragments. Ce soir-là, après avoir couché Elliot, elle s'installa dans le fauteuil près de la cheminée, Tyson à ses pieds, et ouvrit le carnet. Les pages contenaient bien plus que des notes militaires. Il y avait des dessins d'Elliot bébé, des mots doux pour Camille, des réflexions sur la guerre, la loyauté, l'anxiété nocturne, les cauchemars. Et à la fin, une lettre non datée. Si un jour ce monde devient trop bruyant, trop dur, trop injuste, n'oublie jamais ce que nous avons bâti. La ferme, le chien, l'enfant.
Ils sont les piliers. Garde-les, protège-les, et surtout, transmets-leur ce que moi, je n'ai jamais su dire, que l'amour ne s'écrit pas en grandes déclarations. Il se glisse dans les silences, dans les veilles partagées, dans les loyautés sans condition. Camille referma le carnet, les larmes aux yeux. Tyson leva la tête, la fixa un moment, puis posa son museau sur son genou. Il avait compris, comme toujours. Le lendemain, elle fit encadrer cette dernière page et l'accrocha dans le hall du sanctuaire juste au-dessus de la porte d'entrée. Chaque personne qui y entrait la lisait et chacun repartait avec un poids un peu plus léger. Une idée plus claire de ce que pouvait signifier aimer loyalement. Le temps suivait sa course et bientôt l'hiver couvrit la ferme Dawson d'un manteau de givre. Les chiens du sanctuaire s'ébrouaient dans la neige avec un enthousiasme enfantin, courant à perdre haleine à travers les collines, leurs cicatrices oubliées le temps d'un instant de liberté. Tyson, lui, restait un peu plus calme. Son âge se faisait sentir. Son souffle était plus court, ses pas plus mesurés, mais jamais il ne manquait un seul réveil d'Elliott, ni une ronde autour de la maison. Camille observait tout cela avec un sentiment nouveau. Une sorte de paix intérieure mêlée de mélancolie douce. Ce sanctuaire, qui n'était au départ qu'un projet guidé par la douleur, était devenu un véritable havre, une terre de reconstruction pour les chiens et pour les humains. Les familles défilaient chaque semaine venant rencontrer ces anciens héros, écouter leurs histoires, parfois même adopter ceux qui pouvaient encore s'intégrer à des foyers. Et tous, sans exception, repartaient changés. Un après-midi de janvier, alors que la lumière dorée s'étirait sur la vallée, Camille emmena Elliott au petit cimetière derrière la grange, là où reposaient déjà 2 anciens chiens du sanctuaire. Elliott, du haut de ses 3 ans et demi, tenait dans ses bras un petit bouquet de fleurs qu'il avait lui-même cueilli dans la serre. Il ne posait pas de grandes questions, il ne pleurait pas. Il comprenait à sa façon que certains amis ne sont pas partis, mais juste passés de l'autre côté du silence. Camille lui montra une nouvelle pierre fraîchement gravée, mais encore vide. « C'est pour un jour quand Tyson voudra se reposer ici », expliqua-t-elle doucement. Elliott regarda la pierre, puis le chien, puis sa mère. « Mais pas tout de suite, hein, il doit encore me surveiller. » Cette phrase simple résonna comme un coup dans le cœur de Camille. Elle se pencha, le serra contre elle. « Non, mon cœur, pas tout de suite. Il est encore en mission. » Et Tyson, qui les observait, s'assit à côté d'eux, le regard vers l'horizon, fidèle, inébranlable. Au printemps suivant, Mission Gardien fut officiellement reconnue par l'État comme programme modèle pour la réhabilitation des chiens militaires. Une cérémonie eut lieu au Capitole et Camille fut invitée à prononcer un discours. Elle n'aimait pas parler en public, mais ce jour-là, elle le fit pour Nathaniel, pour Tyson, pour tous les invisibles. Elle raconta comment un chien jugé dangereux avait sauvé un bébé, comment un mari parti trop tôt avait protégé sa famille, même après la mort, et comment une terre contestée était devenue un sanctuaire. À la fin, elle cita les mots gravés sur le mur du sanctuaire. « Ceux qui gardent ne demandent plus rien, mais offrent tout. » Le public se leva. Certains avaient les larmes aux yeux, et Camille sentit que, peut-être pour la première fois, elle n'était plus en défense. Elle avançait. Plusieurs écoles commencèrent à organiser des visites pédagogiques au sanctuaire. Elliott, fier comme un coq, se faisait un plaisir de faire la visite guidée, main dans la patte de Tyson. Il apprenait à parler en public, à raconter l'histoire de son papa, de son chien, de leur maison. Il n'avait pas besoin d'inventer des héros. Le sien vivait encore, marchait à ses côtés et dormait au pied de son lit. Camille, parfois, se demandait comment expliquer à son fils que Tyson ne serait pas là éternellement. Elle avait même préparé une boîte dans laquelle elle avait glissé des photos, des vidéos, un collier, des lettres écrites pour plus tard. Mais à chaque fois qu'elle s'apprêtait à ouvrir le sujet, Elliott la devançait. « Maman, quand Tyson sera fatigué, je lui construirai une cabane dans le ciel. Comme ça, il pourra encore me voir. » Elle souriait, les yeux embués. Il avait tout compris, l'essentiel sans avoir besoin de grands discours. Un jour, au détour d'un déjeuner dans la grange transformée en salle de réunion, Travis s'approcha avec une lettre à la main. C'est de l'université vétérinaire de Red Oak. Il propose de faire un documentaire sur Tyson, son parcours, sa réhabilitation, l'impact émotionnel sur la communauté. Camille lut la lettre. Elle était bien écrite, respectueuse, pleine d'admiration. « Et tu vas accepter ?» demanda Travis. Elle leva les yeux vers Tyson, endormi au soleil. Elliott assis contre lui, avec un livre ouvert. Oui, les histoires comme la sienne ne doivent pas rester dans les ombres. Elles doivent éclairer.
Ce soir-là, elle écrivit une lettre à elle aussi. Pas pour la publier, pas pour une fondation, ni pour une institution. Juste pour Elliot. Une lettre qu'il lirait un jour, elle y raconta tout. Le venin, le serpent, les mensonges, l'épreuve, la mission, l'héritage. Et à la fin, elle écrivit simplement « Un jour, tu comprendras ce que cela signifie, de marcher aux côtés d'un être qui donnerait sa vie pour toi, sans hésiter. Ce jour-là, tu te souviendras de Tyson, et tu sauras que, grâce à lui, tu as appris la plus grande des forces, l'amour sans condition. » L'été s'installa à nouveau sur les terres de la ferme Dawson comme un vieux compagnon revenu saluer ses fidèles. Les champs étaient verts, les rires des enfants résonnaient entre les bâtiments rénovés du sanctuaire, et le vent qui soufflait dans les arbres semblait chuchoter des histoires anciennes. Tyson, désormais vétéran parmi les vétérans, passait ses journées sur la terrasse, les pattes étendues, le museau levé vers le soleil. Ses poils grisonnaient, son souffle était plus lent, mais dans son regard, il y avait toujours cette lumière, celle d'un chien qui avait accompli sa mission, et plus encore. Camille sentait que le temps approchait, elle ne voulait pas y penser, mais Tyson lui montrait lui-même, chaque jour, que la roue de la vie tourne sans jamais s'arrêter. Il mangeait un peu moins, dormait un peu plus, se levait moins souvent la nuit pour ses rondes silencieuses, et surtout, il passait de plus en plus de temps à observer Elliot. Pas juste à le surveiller, mais à le contempler, comme s'il voulait se graver dans la mémoire chaque détail de ce petit être qu'il avait sauvé. Un soir, alors que les lucioles dansaient autour du porche, Elliot s'approcha de Camille, une couverture à la main. « Tyson a froid ?» dit-il simplement. Camille l'aida à déposer la couverture sur le chien qui leva doucement les yeux vers eux. Elliot se coucha contre lui, sa tête posée sur son flanc. Camille s'assit tout près. Aucun mot ne fut prononcé. Et dans ce silence partagé, quelque chose de sacré se forma. Une bulle hors du temps. Un instant d'éternité. Tyson ferma les yeux. Il respirait calmement. Elliot s'endormit peu après. Camille, elle, resta là, éveillée à veiller le veilleur. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête. Et dans la paix de cette nuit d'été, Tyson rendit son dernier souffle. Il ne bougea pas, il ne gémit pas. Il partit comme il avait vécu, silencieux, digne, et entouré de ceux qu'il avait juré de protéger. Les jours qui suivirent furent emplis d'émotions. Le sanctuaire s'arrêta. Les drapeaux furent mis en berne. Un hommage fut rendu, simple mais puissant. Elliot, qui ne pleura pas tout de suite, demanda à ce qu'on enterre Tyson près du pommier, là où il jouait. Camille accepta. Et ce fut là qu'ils placèrent la médaille militaire, le collier, la photo de Nathaniel et un mot écrit par Elliot lui-même. « Merci d'avoir gardé ma vie ». Camille planta un petit chêne à côté de la tombe. Elle savait que ce serait long avant que ses racines n'atteignent la profondeur du lien qu'ils avaient tous partagé. Mais un jour, ce chêne offrirait de l'ombre à d'autres enfants, à d'autres chiens. Et sous ses branches, l'histoire de Tyson continuerait à se transmettre de bouche en bouche, de cœur en cœur. La vie reprit. Doucement. Elliot grandissait. Il parlait souvent de Tyson. Pas comme d'un souvenir, mais comme d'une présence. Il disait qu'il le voyait parfois dans ses rêves, qu'il l'entendait courir dans les bois, qu'il lui faisait encore des signes. Camille le laissait parler. Elle ne contredisait rien, car au fond, elle aussi ressentait quelque chose, une chaleur dans les moments de doute, un calme dans les nuits de tempête, une loyauté, toujours là, invisible et invincible. Et puis, un matin, quelques années plus tard, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Elliot, plus grand, plus fort, entra dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation. « Maman, il y a un chien dehors, un chiot, il est tout seul, il me regarde depuis les buissons. » Camille posa sa tasse, elle sortit sur le porche. Et là, dans l'herbe du matin, un jeune chien noir aux yeux dorés l'observait, méfiant, mais pas apeuré, prêt peut-être à faire confiance. Elliot avança lentement, s'accroupit. Le chiot s'approcha, posa sa tête contre sa main. Camille sentit son cœur se serrer. Elle se baissa à son tour, et en caressant le chiot, elle murmura doucement « Bienvenue chez toi, la mission continue ». Des années plus tard, quand Elliot fut adulte, il devint vétérinaire comportementaliste. Il dirigea Mission Gardien avec la même passion que sa mère. Et dans son bureau, il conserva toujours 2 portraits côte à côte. Celui de son père en uniforme et celui de Tyson allongé près d'un enfant, les yeux pleins de sagesse. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi il avait choisi ce métier, il répondait « Parce qu'un jour, un chien m'a sauvé, et depuis, je continue sa mission. » Nous reconnaissons dans cette histoire les valeurs qui comptent réellement, les liens familiaux qui transcendent même la mort. Le courage de recommencer
après une perte dévastatrice, et le pouvoir guérisseur de l'amour inconditionnel. Sarah a trouvé en elle une force qu'elle ignorait posséder, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'être forte pour son enfant, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait face aux épreuves de la vie. Parfois, les plus grands héros ne se révèlent pas dans des gestes spectaculaires, mais dans des actes simples, de protection et d'amour, répétés jour après jour, dans les pires comme dans les meilleurs moments. Dans ce berger allemand fidèle, nous voyons le reflet de ce qu'il y a de meilleur en nous. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, car les miracles existent et parfois ils arrivent enveloppés d'une fourrure dorée. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui attendent encore leur miracle.